Chahut Média. Déjà, pourquoi il y a toutes ces statues c'est un héritage aussi des monarques qui se mettaient en scène dans les villes. C'est une relation à l'espace public d'imposer la présence de personnes qui n'ont pas du tout été choisies par le peuple ou par la société. Françoise Vergès. Et pour moi, tout un nombre de statues en Europe, ou même ailleurs, si on y pense, devraient être enlevées de l'espace public. La question de l'espace public, il doit être repensée. Qu'est-ce qu'on veut dans l'espace public ? On veut quoi ? Et la question de qu'est-ce qu'on veut mémorialiser dans l'espace public, puisque c'est pas l'histoire, c'est des mémoires publiques choisies, doit être saisie par tout le monde. Ça doit être une question démocratique. Juin 2020. Le conseil de fondation de l'université de Princeton aux États-Unis décide de supprimer le nom de Woodrow Wilson, président des États-Unis en 1913 jusqu'à 1921, de 2 de ses bâtiments, invoquant les vues politiques racistes du 28e président américain. Juin 2020 toujours, une statue d'Edward Colston, homme d'affaires impliqué dans la traite négrière, est démantelée à Bristol et jetée dans une rivière. 13 juillet 2020. Une statue de Cecil Rhodes, cette fois, homme politique du 19e siècle, partisan du colonialisme et de l'impérialisme, est décapitée au Cap, en Afrique du Sud. Août 2020, une statue de Léopold II, colon et administrateur personnel de l'État indépendant du Congo, est souillée pour la 2e fois en 3 mois à Bruxelles. Et la liste continue, montrant combien, depuis l'assassinat de George Floyd en mai 2020 aux États-Unis, la présence dans l'espace public des statues de personnages associés à la colonisation et à l'esclavage ne passe plus. Faut-il détruire les statues à l'effigie de personnages controversés de l'histoire ? Ou bien recourir à d'autres solutions ? Lesquelles sont à notre disposition ? Quels exemples peuvent nous inspirer ici en Suisse ou ailleurs dans le monde ? Et puis pourquoi contextualiser un passé peu glorieux et se défaire de monuments liés au racisme n'est pas de la cancel culture. Ces questions, on les pose tout au long de ce nouveau volet de Décoloniser la ville. Une série documentaire podcast Chahut Média, inspirée de l'étude Temps, Espace, Histoire, Monuments et Héritage raciste et colonial dans l'espace public genevois par les professeurs Mohamed Mahmoud Ould Mohamedou et David Rodogno. 4e épisode. Agir sans effacer. Un monument dans l'espace public, ça sert à quoi ? Ça raconte quoi ? Ça fait partie aussi de cette entreprise qui est le renforcement de l'État-nation, qui devient de plus en plus important et qui a besoin de célébrer ses héros, rarement des héroïnes. David Rodogno, professeur d'histoire et de politique internationale à l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève. Parmi ces héros nationaux, on peut en décliner toute une série qui ont des fonctions bien spécifiques. Vous avez des scientifiques, vous avez des philanthropes, humanitarisme, philanthropie, etc. sont aussi l'expression de ce 19e, 20e siècle. Et donc, c'est des personnes qui font le bien de leur communauté locale et qui probablement ont fait de l'argent, parfois beaucoup d'argent, avec des entreprises coloniales. Et bien évidemment, vous avez tous les héros militaires, les personnes qui ont mené ces conquêtes, ou bien évidemment les héros de la nation qui ont contribué à faire la nation. Donc il y a ce moment, l'État-nation a bien besoin de se mettre en évidence, en lumière, de se rendre visible, et il le fait à travers l'appropriation de l'espace public et la création de monuments. Mais je veux insister sur un point qui a été mentionné par David tout à l'heure, qui me semble être vraiment la clé de voûte de tout ceci, c'est l'État. Pas simplement l'État-nation, l'État, simplement. Mohamed Mahmoud Ould Mohamedou, professeur d'histoire et de politique internationale à l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève. L'espace public va être accaparé aussi par la jeunesse de l'État.
c'est l'État qui va décider. C'est l'État qui donne son visage, qui choisit ses visages. Donc, il y a aussi la mise en place d'un récit national qui va être très difficile à remettre en question par la suite, parce qu'il va être consommé, intériorisé, souvent sans être remis en question, ou s'il est remis en question, il y a des procès d'intention derrière. Pourquoi remettre en question ce qui est nous? Mais ce n'est pas forcément vous, c'est une version de l'histoire qui a été mise en place. Effacer l'histoire n'est pas une option viable, ni celle d'invisibiliser continuellement et impunément des actions passées racistes, esclavagistes ou coloniales. Ce qui importe ultimement, c'est le sens à donner à ce qui s'est passé et pas simplement sa consignation fataliste et potentiellement complice. Un extrait de Temps, Espace et Histoire, Monument et héritage raciste et colonial dans l'espace public genevois, par Mohamed Mahmoud Ould Mohamedou et David Hérodegno. Comment on décolonise une ville, c'est compliqué évidemment, et je pense qu'il n'y a pas un mode d'emploi valide pour toutes les villes, mais je pense que la première des choses, c'est de reconnaître sa colonialité et son passé colonial. Rokhaya Diallo, journaliste, réalisatrice, militante féministe et antiraciste. Donc le fait de reconnaître qu'une ville s'est bâtie matériellement sur un enrichissement qui est lié à l'esclavage et à la colonisation, et que donc dans la richesse je pense à des villes comme Bordeaux, mais c'est pas la seule, dans la richesse qu'elle peut présenter aujourd'hui, eh bien il y a des choses qui sont de l'ordre du meurtre de masse. C'est déjà un premier pas. Et après, identifier cet héritage, identifier les traces de ce passé, et parfois ce sont plus que des traces, ce sont des noms de rues, des monuments, c'est fondamental. Je sais qu'il y a eu, par exemple, certaines personnes qui ont tracé, par exemple, les familles qui ont bénéficié de l'argent de l'esclavage. Et c'est très intéressant, en fait, de voir comment des fortunes familiales ont pu se faire sur cette base-là. Alors après, il ne s'agit pas d'aller chercher les héritiers en leur disant... Vous allez personnellement observer des réparations, mais de les interroger sur comment on se sent en fait quand finalement on a aujourd'hui un statut social qui est lié à un passé qui n'est pas reluisant. Par contre, décoloniser une ville, effectivement déjà c'est, je pense, de reconnaître l'héritage colonial dans ces villes-là. Aline Zuber, assistante de recherche, études, temps, espace, histoire. De pouvoir y réfléchir, d'entendre les voix des personnes qui sensibilisent depuis un bon moment sur ces questions-là. Mais après, ça va au-delà des monuments et des statues. Parce que là, effectivement, ça, c'est des symboles qu'il faut pas négliger parce qu'ils envoient des messages forts. Et bien, ça veut aussi dire mettre fin aux discriminations systémiques qui s'y jouent aussi tous les jours. Donc, ça veut dire former la police contre le profilage racial, ce genre de choses-là. Aborder de front les questions de gentrification des quartiers. Enfin, voilà, ça doit aller beaucoup plus loin quand même que simplement, oui, on a travaillé sur ces monuments, on a décolonisé la ville, quoi. Pour moi, ça sous-entend, en tout cas, ça implique une réflexion profonde, et dans certains cas, on peut le voir en effet qu'elle a lieu, de déjà comprendre s'il y a décolonisation, il faut déjà voir dans quelle mesure il y a eu colonisation. Pamela Owen-Nyako, assistante doctorante à l'Université de Genève, fondatrice d'Afrolith, plateforme de rencontres autour de la littérature noire. Où est-ce qu'elle se joue, où est-ce qu'elle se matérialise. Et souvent, on voit que ça a lieu dans plusieurs sites. Il y a l'espace urbain, il y a l'espace du patrimoine, il y a l'espace de la connaissance, etc., etc. Donc déjà, c'est de repérer où est-ce que la colonisation a pris place. Aussi de définir finalement qu'est-ce qui est colonisation. Alors là, je pense qu'on a compris qu'il y a plusieurs formes d'exercer la colonisation. En tout cas, on est dans quelque chose qu'on a vu en Suisse. On a maintenant compris que, la colonisation ou le colonialisme à la Suisse, il est différent d'autres types de colonialisme européen, mais ça reste du colonialisme. Donc, comment est-ce qu'on peut le nommer? Comment est-ce que, justement, il faut le retracer? Et comment est-ce qu'il se matérialise encore dans l'espace? Et je pense que dans tout ce qui est de l'ordre d'une pensée décoloniale, elle implique d'avoir déjà une réflexion sur qu'est-ce qui a été colonial et qu'est-ce qui, du coup, doit être décolonisé. Et jusqu'où a été le processus colonisateur et colonial dans la société, quels sont ses impacts actuels pour, justement, aller dans un processus qui doit nécessairement impliquer une idée de structure. On ne peut pas que être
dans ce qui est de l'ordre du représentatif ou du symbolique, mais vraiment de se dire, bon, donc jusqu'où est-ce que ça a pénétré en fait nos structures, et donc envisager en fait un démantèlement de ce qui est. Alors pas nécessairement dans une perspective destructive où, oh mon Dieu, il n'y a pas d'autres projets et puis on est là pour détruire, etc., effacer. Non, mais en tout cas, si on part du principe que ce qui a trait au colonialisme porte atteinte, est une injustice, bah du coup, il faut créer des structures qui soient justes. Étude temps, espace, histoire, page 12. L'étude est disponible sur Internet, vous la trouvez facilement en format PDF et donc téléchargeable. On peut découvrir, page 12, un ensemble de solutions qui seraient apportées à une statue ou un monument posant problème. Parmi ces solutions, certaines se comprennent facilement, d'autres, on peut vous les expliquer rapidement. La première, c'est l'inaction, tout le monde comprend. Ensuite, la recontextualisation. On va recourir à d'autres procédés pour expliquer la statue qui pose problème, par exemple, je ne sais pas, un code QR. Le doublement va mettre face à cette statue une autre statue. Et entre ces deux statues, une sorte de dialogue nouveau va s'installer. Le déplacement va prendre cette statue qui pose problème pour l'installer dans un autre espace public, musée, parc, où elle sera recontextualisée. Le déshonneur, on va souiller la statue. Voilage, on comprend, on pose un voile sur la statue. Vacillement, cette technique, on repositionne la statue dans une position de déséquilibre. Cette position de déséquilibre valant pour perte de prestige, une sorte de déshonneur. Le déboulonnement, là tout le monde comprend. Destruction, tout le monde comprend encore. Et la dernière piste proposée, c'est le dépassement. Je lis, c'est-à-dire lancer une réflexion opérationnelle de grande ampleur sur de nouveaux lieux et objets de commémoration connotés positivement. Par exemple en mettant en valeur des individus ou des thématiques inclusives célébrant la diversité. Nous sommes devant le bâtiment Unibastion à Genève où est érigée la statue de Karl Vogt. Et cela fait 1 an qu'une pétition a été envoyée au rectorat de l'Université de Genève pour rebaptiser le bâtiment Karl Vogt et déboulonner la statue à son effigie. Il y a différentes solutions et je pense pas qu'une solution doit triompher. Pamela Owen-Nyako. Et on peut très bien, parce qu'il y en a assez des Karl Vogt, donc on peut très bien imaginer quelque chose pour un boulevard, imaginer une autre chose pour le bâtiment du boulevard. Voilà, on peut être aussi plus créatif que se dire, bah voilà, c'est une solution et puis elle va valoir dans tous les cas. Je suis pour renommer, clairement. Je suis pour qu'on discute de qui dit renommer les rues, dit aussi discuter, bon, bah, finalement, pourquoi est-ce qu'on nomme les rues, à quoi servent ces rues, dans quel esprit est-ce qu'on a envie de se mettre, en sachant qu'on n'est pas là pour prendre des décisions pour des générations futures. On prend des décisions pour nos générations, là, concrètement. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de faire avec cet espace urbain? Est-ce qu'on a envie d'en faire un espace éducatif, commémoratif, célébratif? Et là, je pense que déjà, on n'est pas du tout, toutes et toutes d'accord. L'histoire est une nourriture dont tout le monde a besoin, et surtout l'histoire de l'autre. Kanyana Mutombo, secrétaire général du CRAN, carrefour de réflexion et d'action sur le racisme anti-noir. Le monument de Karl Vogt, c'est une richesse, ne fût-ce que parce que, à un certain moment, voilà ce que pensaient certaines personnes et comment ils ont influencé leur société. La richesse est à conserver. C'est quelque chose de très important. On ne peut pas le gommer et puis on dit, voilà, on réduit ça à une sorte de mélancolie où on cultive, on met à la place des plantes, etc. Moi, je serais contre de déboulonner et enlever toute trace. Parce que les suivants n'ont plus aucune trace, justement. Le but, c'est maintenir la mémoire, mais d'une autre manière. Et le débat. Samy Canaan, conseiller administratif en charge du département de la culture et de la transition numérique, ville de Genève. C'est pour ça que, sauf exception, on peut discuter, on peut enlever certaines formes honorifiques, oui. Mais par exemple, de faire disparaître complètement des noms de rues ou de ça, je trouverais potentiellement problématique. Moi, je suis pour qu'on renomme, parce que Karl Vogt, ça va juste pas. À l'heure actuelle, on a assez d'informations qui expliquent pourquoi ça ne va pas. Pamela Owen-Nyako. Je suis aussi pour qu'il y ait une trace de cet acte-là,
qu'il y a eu au moment donné une décision, qu'il y a une histoire à cette décision, et d'en faire justement un moment où il y a une trace qui dise, voilà, ce boulevard, ce bâtiment s'appelait de telle manière. Entre X et X temps, il y a eu ça qui s'est passé. Et aujourd'hui, en fait, à telle date, on a décidé de renommer pour ces raisons-là. Génération X, Y, Z, voici l'histoire de pourquoi on a pris cette décision. Vous ferez ce que vous voulez quand votre temps sera votre temps. Et vous pourrez renommer toutes les villes de Genève selon des fleurs. Faites ce que vous voulez. Je peux vous donner un exemple de choses à ne pas faire, par exemple, peut-être, je dirais. C'est une ville en Belgique, au moment où justement Black Lives Matter a débarqué vraiment en Europe en 2020. Comme ils sentaient qu'il y avait une statue de Léopold II qui allait poser problème, ils l'ont retirée en douce pendant la nuit. Aline Zuber. Donc il y avait vraiment cette idée de cacher et puis de oui c'est bon, on l'a fait, et puis en fait on n'aborde toujours pas le problème, quoi. Alors comment est-ce qu'on détricote ça? Alors, ça c'est compliqué, et ça c'est le rôle effectivement des politiques, d'expliquer et de mettre autour d'une table. Alfonso Gomez, conseiller administratif en charge du département des finances, de l'environnement et du logement, ville de Genève. Je crois que les commissions, comme il y a eu dans certains pays, de réconciliation à un moment donné sont nécessaires. Des exercices d'introspection sont nécessaires, mais pas suffisants. C'est un combat d'abord de tous les jours, c'est-à-dire que nous devons être extrêmement attentifs. Et puis, c'est aussi un combat législatif, c'est-à-dire que nous devons être sans faille, disons, à chaque fois qu'une violation, aujourd'hui par exemple, de la norme antiraciste se manifeste. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Moi, je suis assez optimiste. Je pense que nous progressons dans ces normes-là, et puis que le chemin à parcourir est encore long. Mais c'est un travail collectif, en quelque sorte. Non seulement politique, non seulement scientifique, mais c'est de l'ensemble de la société civile qui doit être entrepris. Alors, on n'a pas fini de faire le tour, parce qu'effectivement, ça bourgeonne partout. Et on sent dans pas mal d'endroits une volonté de sortir du schéma un peu binaire, de soit rien faire, soit déboulonner. Dans certains cas, je pense, il y a par exemple la tactique des statues décalées. Je crois qu'à Neuchâtel, pour Depury, il me semble, là, ils ont fait une statue à l'envers. On est à Neuchâtel, on est sur la place Pury. C'est la place au centre-ville de Neuchâtel. C'est un peu un centre névralgique, il y a beaucoup de passages. Il y a une zone circulaire avec des bancs. Au milieu, il y a le monument de Pury. C'est un monument qui a été passablement remis en question, et depuis les années 2000 notamment, parce que David de Pury est très important pour la ville de Neuchâtel, étant donné qu'il a légué une énorme partie de sa fortune à la ville, avec laquelle ils ont fait des œuvres de charité, et ils ont détourné le Seillon, ils ont fait un hôpital, ils ont fait l'hôtel de ville. Donc vraiment la prospérité de cette ville est vraiment due à ce bienfaiteur. Mathias Pfund, artiste plasticien. Sauf qu'en fait, il s'est enrichi auprès de la cour du roi de Lisbonne, en ayant des parts dans le commerce triangulaire et aussi dans l'exploitation de bois précieux et de diamants au Brésil, qui était du coup une économie qui employait des esclaves. Et, donc l'origine de sa fortune, elle est contestée, et le fait qu'on célèbre cette figure de cette façon avec un monument l'est aussi. Donc il y a eu l'assassinat de George Floyd qui a finalement remis un peu la contestation de David de Pury au centre des problématiques, puisque justement il y a eu la vague de BLM aux États-Unis, en Europe, et il y a aussi eu une manifestation à Neuchâtel, et peu de temps après la sculpture a été éclaboussée de rouge pour justement en signe de contestation, et puis pour finalement rendre attentif la population qui peut-être ne regarde plus trop ce monument sur la provenance de cet argent. 2 pétitions ont été adressées, l'une pour enlever la statue qui émanait du collectif pour la mémoire de Neuchâtel, et une autre, un peu une contre-pétition pour en fait dire non, il faudrait la garder, mais il faudrait la recontextualiser, voilà. Et donc la ville de Neuchâtel s'est saisie de ce dossier et a pris en charge différentes mesures pour essayer d'éclaircir le rapport trouble de Neuchâtel et éventuellement aussi de la Suisse, l'exploitation coloniale. Et donc il y a 3 volets plus ou moins. Le premier, c'est donc la rédaction d'une plaque qui sera posée tout prochainement,
l'établissement aussi d'une espèce de parcours dans la ville de Neuchâtel qui questionne les architectures et finalement les liens de la ville avec l'exploitation coloniale. Et le troisième volet, c'était justement un appel à projet artistique réalisé fin 2021, début 2022, et qui a vu finalement 2 projets être réalisés, même si 4 avaient été retenus par un jury consultatif. Voilà. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots à quoi va ressembler ta sculpture en termes de matériaux visuellement? Oui, alors ça va être une copie de la sculpture de David de Pury par David d'Angers, sauf que ça va être basé sur un scan 3D réalisé au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel parce qu'il conserve une copie miniature de la sculpture, anonyme, en bois peint. Et donc la sculpture sera ce scan 3D retourné sur sa tête selon le modèle de la sculpture de Louis Agassiz. C'est réalisé en bronze. Et la sculpture fera 35 cm de haut par 25 cm de large et elle trônera à 145 cm. Mesdames et messieurs les pétitionnaires, mesdames et messieurs les membres de la famille de Pury. Neuchâtel, place David de Pury, 27 octobre 2022. Inauguration de l'œuvre A Scratch on the Nose de Matthias Pfund. Mesdames et messieurs, la bienvenue à la place Pury. Ces 2 mesures que nous allons inaugurer aujourd'hui, elles encouragent à faire la lumière sur le passé de la ville de Neuchâtel. Dans un premier temps, nous allons découvrir une plaque explicative autour de l'histoire de David de Pury. Et dans un deuxième temps, nous vernirons une œuvre, une de celles qui a gagné le concours de l'appel à projet artistique. Du côté de la ville de Neuchâtel, eh bien, on a dit, on va ouvrir un débat, puis on va écouter. Et puis, on va notamment chercher à comprendre mieux, plus en profondeur, qu'est-ce que ces pétitions révèlent comme tension sociale, comme problème de société. Thomas Facchinetti, conseiller communal en charge du dicaster de la culture, de l'intégration et de la cohésion sociale, ville de Neuchâtel. Et donc on a fait un processus très important dans lequel on a directement impliqué aussi le Parlement de la ville de Neuchâtel via une commission. Ça a donné lieu à tout un processus sur une bonne année qui a abouti à un rapport à l'appui d'une stratégie d'action de la ville de Neuchâtel qui était approuvée par les pétitionnaires et puis qui a été acceptée à l'unanimité du Parlement de la ville de Neuchâtel. C'est dire qu'un immense travail a été fait pour trouver un chemin qui ne se borne pas simplement à oui ou non déboulonner de Pury, mais à aller plus loin et à comprendre les enjeux de société qui se posent. À partir de là, on a aussi défini une ligne de conduite qu'on a exposée dans le rapport, qui est de dire, en principe, on assume les héritages de l'histoire, mais on les documente mieux. Et autour du monument David de Pury, qui est une statue, qui est quand même une création artistique, on a décidé d'ajouter des couches supplémentaires de connaissance de l'histoire, avec notamment des créations artistiques. Dans ce rapport, on a aussi prévu qu'il y ait une action à court terme, une exposition au musée d'art et d'histoire qui parle mieux de l'implication coloniale de Neuchâtel, une intervention sur le monument de Pury, mais aussi la création l'année prochaine d'un parcours de visite des bâtiments de la ville qui sont impliqués dans l'histoire coloniale sur des supports digitaux pour que tout un chacun puisse au fond connaître ces bâtiments, se balader en ville et comme ce bâtiment ici d'ailleurs. Mesdames et messieurs, chers amis, nous arrivons au terme de ce moment historique, de cette inauguration. Sachez simplement que l'étape d'aujourd'hui sera complétée en 2023 déjà de l'œuvre de Nathan Soliot, également lauréat du concours. C'est une installation lumineuse et poétique qui trouvera place ici. Tout mouvement ou disons toute réflexion qui tend à faire progresser les choses va forcément se heurter à des attitudes réactionnaires. Aline Zuber.
Parce que dès le moment où on va essayer en fait de mettre le doigt sur des problématiques et puis de faire en sorte que justement on puisse avancer sur l'acquis des droits sociaux, etc., sur la reconnaissance de phénomènes de discrimination, eh bien, un certain nombre de personnes vont avoir l'impression que leur place, leurs privilèges sont remis en cause, et c'est vrai dans une certaine mesure. Et donc, forcément, ça va créer des réactions très épidermiques. Il y a aussi la question de l'identité, parce qu'effectivement, dire que la Suisse a effectivement un passé colonial, ça vient aussi toucher l'identité suisse, qui s'est construite sur le mythe national suisse, du petit pays neutre, gentil, innocent, voilà, humanitaire, pacifique, sans colonie, qui n'aurait pas trempé dans les guerres mondiales. Enfin voilà, tout ça, on peut aller, la liste est très longue. Et donc ça vient ébranler ce mythe-là. Et puis les romans nationaux, du coup l'identité nationale se fonde souvent sur ces mythes-là. J'espère qu'on aura, et je suis sûre que des personnes réfléchissent aussi dans cette direction, vraiment l'occasion de mener des études profondes sur pourquoi il y a résistance à partir d'enquêtes auprès de personnes qui résistent. Pamela Owen-Nyako. Donc j'émets des hypothèses. Je pense qu'il y a la première hypothèse, c'est qu'il y a une incompréhension de quoi il s'agit. C'est considéré comme quelque chose de militant. Et les images et les discours qui circulent, on est toujours dans quelque chose qui est d'abord présenté comme néfaste. Qui dit décolonisation, les gens, aujourd'hui, ils ont peut-être même pas entendu de quoi il s'agit. Ils ont déjà, en tout cas, plus ou moins une idée de qu'est-ce qui serait négatif là-dedans. Donc, on imagine déboulonnage, et puis jusqu'où est-ce qu'on va aller, et puis finalement, c'est de la cancel culture, etc., etc., et puis ça monte en crescendo, et puis on sait même plus de quoi on parle. Ensuite, une deuxième hypothèse, c'est que qui dit réticence dit peur. Donc, ce serait aussi de s'interroger quelles sont les peurs concrètes de ces personnes. Donc, je pense qu'il y a en effet le manque d'alternatives, en tout cas de ces personnes qui résistent n'ont peut-être pas encore entendu les alternatives qui se proposent. Ce qui est menacé, c'est la conviction que ce qui a conduit à l'histoire de la République relève d'une idéologie extrêmement noble, qu'il est impossible d'entacher. Rokhaya Diallo. Donc les figures de référence historiques comme Colbert, ce sont des figures qui appartiennent à la mythologie républicaine, même si c'est une figure pré-républicaine. Et c'est intéressant d'ailleurs que quelqu'un qui appartienne à l'Ancien Régime, qui a été littéralement décapité en France, soit autant révéré. Et je pense que le remettre en question ce qu'il est, c'est aussi s'interroger sur ce dont quoi nous bénéficions aujourd'hui, qui finalement a été obtenu en totale contradiction avec les idéaux des droits humains que la France prétend porter. Et il ne s'agit pas d'effacer Colbert de l'histoire. Je veux dire, simplement, on se dit que cette statue, peut-être qu'elle a davantage sa place dans un musée, pour être interrogée dans sa complexité, que comme la représentation d'un personnage qu'on célèbre. Vous comprenez les réactions parfois virulentes de la part de citoyens, citoyennes, genevois, genevoises, qui n'acceptent pas qu'une telle étude ait été commandée, qui n'acceptent pas qu'on puisse remettre en question ce qu'ils nomment, eux, patrimoine historique de Genève. Je vais être plus radical de ce côté-là. Non, je pense que l'histoire, c'est pas qu'elle doit être revisitée, mais elle doit être questionnée à chaque fois. Alfonso Gomez. Les propos qui ont pu être tenus par tel ou tel scientifique, ils ont bien été tenus. Est-ce qu'on accepte ces propos ? Je n'ose imaginer, en plus on tomberait sous le coup de la loi aujourd'hui, qu'on puisse dire oui, il avait tout à fait raison de dire qu'en haut de la pyramide il y avait un homme blanc et tout en bas il y avait une femme noire de cette pyramide sociale. Aujourd'hui cela n'est pas acceptable. Qu'il faille le mettre dans un contexte, l'expliquer, bien entendu. Donc à un moment donné on questionne ce passé, on en tire les conséquences et donc avoir une réaction comme ça de froideur, de repli, de conservatisme n'est pas tellement explicable et surtout si elle vient de milieux politiques qui sont censés être responsables. Je pense que ces personnes, effectivement, elles aimeraient garder une image très idéalisée de certains personnages dont je comprends. C'est l'image qu'on avait jusqu'à maintenant. Sami Canaan. Mais elles se font illusion de croire que ça peut continuer comme ça éternellement. C'est faire négation de toute une partie de la mémoire collective. Continuer à nier l'évidence, c'est renier un passé, c'est pas assumer certaines blessures. Et c'est potentiellement faciliter que ces blessures puissent réapparaître un jour, enfin puissent être refaites.
La question que j'ai envie de poser aux personnes qui résistent, c'est... Pamela Owen-Nyako. Pourquoi c'est important de garder un buste? Est-ce que vous connaissez ces gens, déjà, avant qu'on en parle? Si la question, c'est que le buste aurait une connotation d'environnement genevois, bah on peut en refaire d'autres. On sort les moules. Non, c'est ces bustes, c'est le fait même qu'il y ait un buste qui est genevois ou c'est ce buste en particulier là? Après, on peut aussi imaginer un musée de la mélancolie où on met tous ces objets de la mélancolie coloniale voilà, et du bon vieux temps dans un espace pour les personnes concernées qu'elles peuvent se recueillir. Décoloniser l'espace public, ça veut dire également décoloniser tous les lieux de connaissance, et parmi eux, les musées. Les musées coupables de posséder dans leur collection des biens acquis dans des conditions troubles, sinon honteuses. Accélération des démarches de recherche en provenance, collaboration avec des pays du Sud et refondation des pratiques muséales, on en parle dans le 5e épisode de cette série podcast. Son titre, Peut-on décoloniser les musées? Décoloniser la ville, une série documentaire audio produite par Chahut Média, adaptée de l'étude Temps, Espace, Histoire, Monuments et héritage raciste et colonial dans l'espace public genevois, par les professeurs Mohamed Mahmoud Ould Mohamedou et David Rodogno. Interview et réalisation Camille Kaiser, David Bralambert et Carole Harari. Mixage Alan Mantieri et la musique est de Léonie Pernet. Décoloniser la ville a été rendu possible grâce au soutien de la Loterie Romande, du service Agenda 21 Ville Durable et du Bureau de l'intégration des étrangers. Merci également à nos partenaires, le Graduate Institute et le FIFDH. Tous les épisodes de cette série sont disponibles sur le site de Chahut Média, www.chahut.ch, et sur l'ensemble des plateformes de podcast. N'hésitez pas à la noter, mettre des pouces, des étoiles et surtout à la partager.